Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Yves Michaud, La crise de l'art contemporain. Utopie, démocratie et comédie. La France, avec son exception culturelle, a choisi la voie d'un soutien étatique à ce que l'on considère comme l'art contemporain. L'URSS eut le réalisme socialiste, nous avons eu le formalisme d'État. Je ne vois dans l'art critique qu'un moment historique, celui de la modernité. Dans le domaine de l'art institutionnellement défini, nous sommes en présence de dispositifs artistiques qui produisent de l'expérience esthétique dans les conditions de définition procédurale du milieu. C'est de l'art, parce que cela répond aux procédures de définition de l'art en vigueur. Au bout du compte, il n'y a aucun élément substantiel. L'expérience esthétique de l'art est celle de la procédure, ce qui se traduit dans le caractère à la fois tribal et conventionnel de l'expérience. On communie autour d'une procédure. On fait l'expérience du partage, d'une convention. Cet ouvrage est polémique sur la valeur de l'art contemporain au XXe siècle. Les critiques de l'art reprochent 1. L'art contemporain est ennuyeux. 2. Il ne donne pas d'émotion esthétique. 3. Trucage intellectuel qui dissimule son vide et sa nullité. 4. Il est sans contenu. 5. Il ne ressemble à rien. 6. Aucun critère esthétique. 7. Il ne demande aucun talent artistique. 8. Il est pure création de marché. 9. Il n'existe que sous protection des musées. 10. Il est coupé du public qui n'y comprend rien. Les termes utilisés pour qualifier les expositions, bazar, foire, bric-à-brac, souk, sont une volonté de tout haïr et de ne rien faire d'autre. George G.D. Berman. L'homme du ressentiment est l'homme du retard. Celui qui voudrait annuler ce qui a déjà eu lieu. L'homme de l'impuissance à regarder, à aimer et à connaître. Jean Molineau développe la nostalgie d'un monde où existaient des critères d'application esthétique et d'appréciation esthétique, valant au sein du groupe de connaisseurs. Aussi qu'une nostalgie concernant la religion de l'art. L'art contemporain est accusé d'être une fausse religion, pourtant d'incroyance. La différenciation entre art d'élite ou haute culture et art populaire démocratique. Les cibles ne sont pas l'art conceptuel d'un Duchamp, mais des artistes comme Andy Warhol ou Jasper Johns. Dénonciation du triomphe du n'importe quoi. En fait, c'est la liberté pour chacun d'affirmer ce qui lui plaît, une liberté manipulée par les médias. Marc Fumarole dénonce la résignation devant la mise en ghetto du rapport cultivé. La politique du ministère de la Culture consiste à suivre ce courant de philistinisation générale, substitution de demi-savoir au savoir. Jean Clair et Jean Baudrillard, c'est l'art contemporain est vu comme symptôme d'un temps épuisé et truqueur, nihilisme joyeux. Temps perdu du métier, de la connaissance, de la culture, le règne du n'importe quoi. Défaillance du jugement critique, impact de la démocratie sur l'ensemble de la culture et du rapport à l'art qui en découle. Bertrand Joliette est le premier peintre à faire remarquer qu'à bien regarder cet art contemporain, il apparaît plus officiel qu'autre chose. Avant tout art de l'État et art pour l'État. Durant les crises, l'État demeure quasiment le seul opérateur à travers les achats du Fonds national d'art contemporain et à travers les commandes publiques, sans oublier son action sociale avec les bourses, les aides aux résidences d'artistes, les prestations d'ateliers. La crise du marché de l'art n'est pas séparable de la crise économique. Les crises du marché de l'art suivent les crises économiques. Du côté des artistes, on assiste à un repli sur les écoles et les métiers de l'enseignement, impliquant une fonctionnalisation de l'artiste et une académisation de sa position. Pour peu qu'il dépende aussi de l'institution pour l'achat et les commandes, il devient un artiste officiel.
Perte de confiance. En observant un programme de congrès, l'obligation aux professionnels non syndiqués d'attendre 18h30 avant d'intervenir, les autres pouvant assister au congrès avant, lors des ventes ne subissant donc aucune critique, car les intervenants syndiqués sont subventionnés. Pour les artistes, cette dépendance à l'égard d'un appareil de contrôle est catastrophique. Il y a d'abord les exclus du système, depuis les médiocres jusqu'à ceux qui ne font pas ce qu'il faut pour être reconnus par l'institution. Trop indépendants, à contre-temps, montrés par des galeries pas chic ou engagés dans des recherches de longue durée, pas faciles à percevoir. Les officiels deviennent diplomates et prudents, intériorisant l'absence de jugement et la faiblesse de conviction même, s'ils évitent les soucis matériels. Le goût des Français, lui, témoigne d'un rapport très conventionnel à l'art, en face des professionnels du monde de l'art, en complet décalage. L'inquiétude vient des groupes de connaisseurs qui ne sont plus eux-mêmes certains de leurs convictions. Walter Benjamin opposant l'œuvre oratique et l'œuvre fondamentalement reproductible de notre temps, peinture et film. La photographie se situe entre les deux. Valeur culturelle, valeur d'exposition entre le sérieux et le jeu de ce qu'il appelle l'esthétique de la distraction. Loisir et inattention. Une esthétique sans esthétique. Les découvertes techniques, ce sont celles qui assurent depuis la lithographie et la photographie la reproductibilité des œuvres. La montée des valeurs de la destruction et de l'exposition, la transformation de la politique en spectacle, sont des transformations qui accompagnent le développement du capitalisme industriel. L'exemple du film qui est produit industriellement pour des millions de spectateurs. Aussi la musique enregistrée. Selon Benjamin, la reproductibilité mécanique condamne l'aura, l'existence unique de l'œuvre, au lieu où elle se trouve, son authenticité. Sous Staline, l'art passait tout entier sous contrôle centralisé. Le réalisme socialiste établit une méthode et des principes de création et n'est pas un style. Tchovanov, le camarade Staline, appelle nos écrivains les ingénieurs de l'âme. Soit dépeindre la réalité dans soit dépeindre dans sa dynamique révolutionnaire. Travail de remodelage idéologique et d'éducation des travailleurs. Zinoviev, un avenir radieux, dépeindre la réalité d'un rêve. Les accusations formelles formulées lors des purges de 1936 sont formalistes, futuristes, modernistes et avant-gardistes. Du côté de la droite conservatrice ou néo-conservatrice, on reproche à l'art contemporain d'être à la fois épuisé et dangereux. Le nouveau a perdu sa force agressive, qu'il s'est transformé en culte de l'originalité gratuite et subjective. Bouc émissaire qui se trompe de coupable, le coupable étant la culture de masse. Nathalie Heinrich, déception face à une œuvre d'art qui ne satisfait pas aux attentes esthétiques, mais paraît au contraire trivial, ordinaire, impur, pas fini, dénué de tout travail artistique, vide. Les décideurs institutionnels français ont tendance à déterminer leur choix d'après ce qui leur semble être en vogue sur le marché international, et donc l'art contemporain n'a plus d'existence. Les institutions d'exposition de l'art contemporain se maintiennent, car se maintiennent en gros l'investissement à la fois financier et symbolique dans les arts, tutelle. Mais nous ne sommes plus à l'époque du développement, mais au stade de la routinisation de l'action. Les écoles d'art fonctionnent soit sur budget national, soit sur budget municipal. Pas pire qu'ailleurs. Les crédits d'acquisition sont stables, le ton des débats critiques est peu, voire pas du tout conflictuel. La situation financière des artistes n'est pas brillante, car les achats d'État sont saupoudrés. Ils contribuent aussi au soutien des galeries et ne reviennent qu'en partie aux artistes. Pour un artiste, un poste d'enseignant est une forme d'aide ou de bourse à la création. Un salaire annuel d'enseignant correspond mécaniquement au triple de ventes faites en galerie sur la même période. Un artiste reconnu dépend du système institutionnel et de ses réseaux, arrogance du parvenu, la fatuité de l'homme de cour et l'inconscience de l'individu manipulé. L'art français n'existe plus. Et pourtant, la vitalité est là. Structure associative. Le fait de déléguer décision et financement au niveau départemental ou régional à des responsables qui continuent à être
rattaché au pouvoir central des préfets qui ont été nommés avec l'onction du pouvoir central et qui se bornent à répercuter ce qu'ils croient artistiquement correct du point de vue d'une scène internationale qu'ils connaissent très mal, n'est pas une décentralisation. Le public ne vient guère et personne ne se précipite pour acheter. La fracture sociale est aussi une fracture culturelle, car pour quelle raison les masses devraient-elles adopter les critères esthétiques de groupes de connaisseurs appartenant pour la plupart à la classe dominante ou à l'élite du pouvoir? L'herméneutique de l'œuvre contemporaine indée de cette absence de compréhension immédiate et la comble. Didier Huberman fonde l'herméneutique des œuvres dans une phénoménologie de la perception qui se concentre sur certaines expériences du voir, mécanisme perceptif ayant à voir avec la référence, distinction goodmanienne. Il y a eu dans les années 60 une approche de l'art moderne, une appropriation par le public dont témoigne notamment le succès du pop art. Puis le mouvement s'est emballé, le rapport au temps s'est modifié, voire de la surenchère en 70. Goodman ouvre la voie à une esthétique de l'opération de l'art et de la relation esthétique, pluralité et diversité. L'art symbolise de manière multiple. Pour les artistes, c'est la complainte du métier perdu. Pierre Soulages. Daniel Buren demande aux différentes minorités quelles mesures ils comptent prendre. Il demande aux différents ministres quelles mesures ils comptent prendre pour défendre l'art contemporain des attaques dont il est l'objet. Silence des artistes. Les artistes ne se réclament plus de position radicale, démobilisation, prudence raisonnable et résignation. Mieux vaut pas prendre position. Le temps de l'engagement des artistes est loin, 1970. Les contestataires des années 70 s'en prirent à cette grisaille de la vie administrée où l'émancipation devenait sécurité sociale. La prétendue crise de l'art contemporaine est donc une crise de la représentation de l'art et une crise de la représentation de sa fonction. Du système des beaux-arts subsistent des vestiges dorés, académies, écoles, prix, musées. L'égalité citoyenne des individus a débouché sur l'évidence, non pas de l'harmonie de leur sensibilité, mais de leur désaccord. Les philosophes des Lumières et Kant plaçaient leurs espoirs dans l'universalité de la raison, nature cosmopolite, d'être rationnel, égaux. Ces principes commandent toujours à titre idéal notre vision de la démocratie politique. La réalité, c'est celle des différences qui minent la communauté. La société est plurielle et elle est en son principe divisée. Très profondément, la crise de l'art contemporain est symptôme de la fin de l'utopie de l'art. La démocratie a sa part dans cette désillusion. La création contemporaine n'est pas un ciment social. La tâche de ceux qui aiment l'art pour lui-même et non comme religion, faux dévot, est de dénoncer la comédie du grand art. La tâche de ceux qui aiment la démocratie pour elle-même et non comme dernier avatar de la totalité, et de penser et de mettre en pratique les conditions d'entente minimale et imparfaite entre les hommes égaux et libres, et qu'on ne parle plus ni d'art ni de culture comme ciment social, et encore moins de service public de la création. L'art cesse d'être en crise le jour où nous avons de nouveau vraiment besoin de lui. Yves Michaud, La crise de l'art contemporain.